Merci, Monsieur le Président. Merci et félicitations pour la création de cette nouvelle association. Je pense qu'elle a sa place parmi les associations. Ariane s'occupe d'une très bonne association. Ce n'est pas un doublage, c'est une autre association, mais qui a son utilité. Je pense que de reprendre aujourd'hui ce débat sur Ben Barka à l'ère des mouvements sociaux actuels, c'est une riche idée, une idée importante. Et qu'il me paraît indispensable, non seulement pour le peuple marocain, non seulement pour vous tous, mais pour le monde entier, de se souvenir du combat de Mehdi Ben Barka, de ses idées, et pas seulement un simple souvenir, mais pour le porter aujourd'hui, car ce combat de Mehdi, que ce soit sur le plan national au Maroc, et que ce soit sur le plan international, eh bien, à ce jour, Mehdi n'a jamais été remplacé. Au Maroc, je crois que personne d'entre vous n'est dupe. J'ai beau chercher avec ma lampe tous les matins qui, au Maroc, serait en état de remplacer Mehdi, ce n'est pas le cas, mais ni dans le monde entier, parce que Bachir vous a bien montré ce rôle fédérateur qu'avait réussi Mehdi Ben Barka, malheureusement, depuis n'est plus repris, c'est un peu une division. Donc, il faut en parler, il faut toujours y revenir. Pour ma part, bien sûr, ce que je vais surtout évoquer, c'est la question de ce qu'on appelle l'affaire Mehdi Ben Barka. Pour ceux qui sont davantage intéressés, notamment au pourquoi de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, je vous renverrai à mon livre, pour bien comprendre l'affaire Ben Barka, stricto sensu. Il est indispensable de comprendre, de savoir, de connaître le face-à-face entre Mehdi Ben Barka et Moulay Hassan, puis Hassan II, de 1955, retour de Moulay Hassan et de son père, à l'époque on l'appelait le sultan Mohamed Ben Youssef, c'est-à-dire Mohamed V, au Maroc. Dès les premiers jours, il y a cette opposition entre les deux qui va amener évidemment, malheureusement, le drame de l'enlèvement de Mehdi 10 ans après. Donc, vous avez le livre à votre disposition et je le vends pour le compte de l'éditeur au prix de 20 €. Le public, en principe, c'est vendu 29 €. Mehdi Ben Barka est enlevé donc le 29 octobre 1965. Personnellement, je suis à l'époque avocat à la cour d'appel de Rabat. J'étais depuis une quinzaine d'années, je suis né au Maroc. Enfin bon, je ne vais pas raconter ma vie. Mais j'étais avocat à Rabat et c'est la maman de Mehdi qui vient me trouver par l'intermédiaire d'Abderrahim Bouhamid. Nous apprenons ça la veille, le samedi soir, au mariage de Sédiki. Sédiki maintenant qui est un conseiller, je crois, à la Chambre constitutionnelle, je ne sais pas exactement comment on l'appelle au Maroc, enfin, un rôle important, qui était à l'époque avec un des collaborateurs avocats avec Belhaj et également chez Abderrahim Bouhamid. Et c'est au mariage de Casablanca de ce garçon, donc Sédiki, qu'on apprend la disparition. Le lendemain matin, bien évidemment, Abderrahim Bouhamid me demande de venir très vite le voir, et puis nous rencontrons la maman de Mehdi qui me constitue, me dit voilà, c'est dramatique, qu'est-ce que, etc. Donc à partir de ce moment, je suis dans l'affaire, et je vais rester dans l'affaire, si vous voulez, au Maroc, jusqu'au jour où je vais venir plaider à Paris en 1966. Il y a donc une instruction depuis novembre 65 jusqu'au mois d'octobre 65, novembre surtout, à la suite d'une plainte qui est déposée. La première plainte qui est déposée, c'est pour enlèvement, séquestration. Cette plainte est déposée par le frère Mehdi Al-Qader. Il va y avoir une instruction qui, en fait, va être très difficile pour M. Jolinger, le juge, décédé aujourd'hui, parce qu'on va lui opposer des secrets diplomatiques, des secrets de la défense, des secrets de la police. Il ne pourra pas faire véritablement ce qu'il veut, et cette affaire va aller trop vite, à mon avis, malgré les 5 confrères parisiens qui s'en occupent, et pour essayer d'obtenir le maximum, pour demander des renvois, pour obtenir le maximum. Malgré tout, l'affaire va arriver au mois de septembre 66 au palais de justice de Paris, donc à la cour d'assises de l'époque, n'étant, à mon avis, assez incomplète au niveau de l'information. Mais le juge a fait ce qu'il pouvait. Ce dossier va démarrer assez vite, ça va être beaucoup de difficultés entre les avocats de défense et autres, des tas de problèmes qui sont posés. Les avocats défenseurs des inculpés, c'est-à-dire essentiellement de Lopez, Souchon, de Voiteau, également Maï du côté marocain, c'est le seul qui est là, et puis d'autres, Bernier, etc., Figon, je ne sais pas, Figon est mort, enfin, je ne peux pas revenir sur tous les noms,
Toujours est-il qu'il y a des discussions entre les uns et les autres, surtout sur le problème de qui a fait quoi, c'est pas très clair. Enfin, Lopez racontant de très nombreuses histoires, parce qu'ils sont cernes, on n'arrive pas à savoir la vérité. Tous les témoins qui vont défiler vont évidemment des témoins de la haute administration. Chacun dira, on n'est pas au courant, on ne savait pas, on a fait notre devoir, on fait la main sur le cœur, c'était parfait, etc. C'était pas si parfait parce que sur les questions qui étaient posées, je pose personnellement, j'ai rejoint mes confrères à Paris, je pose pas mal de questions. Le président du tribunal de la Cour refuse que je pose ces questions en disant vous parlez d'une politique intérieure d'un pays étranger. À un moment donné, il m'a énervé. Je lui ai dit mais si c'est pas, est-ce que c'est une affaire de concierge ou est-ce que c'est l'enlèvement précisément organisé par un ministre d'Affaires étrangères d'un pays étranger du leader du Barca? On a eu quelques incidents. Bref. Je plaide ensuite, j'ai quand même publié pendant 1h30, et je plaide surtout la responsabilité de la politique marocaine. Ce que je développe, si vous voulez, le pourquoi l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Donc il faut bien savoir, c'est pas n'importe quoi. Depuis 10 ans, c'est face à face. Il ne peut pas y avoir pour Hassan II, Moulay Hassan déjà, Moulay Hassan. Et Hassan II ne fait que suite à Moulay Hassan, pour avoir en face d'eux un homme de la présidence de Mehdi Ben Barka, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Le procès, vous connaissez, c'est que, après ma plaidoirie, en fait, le roi a parfaitement compris que Glimi et Oufkir, qui ne s'étaient pas présentés, allaient être condamnés par contumace. Donc, immédiatement, il décide de l'envoi à Paris de Glimi. Glimi va se constituer prisonnier, ça casse le procès, puisqu'il n'y a pas de... On est obligé d'interrompre pour une nouvelle enquête. L'enquête va suivre. Et lorsqu'au printemps 67, l'affaire reprend, on n'a pas avancé beaucoup de l'instruction. Glimi a menti comme un arracheur dedans, quelque chose d'énorme, racontant un peu n'importe quoi, alors qu'on pouvait effectivement le coincer à audience. Et malheureusement, pour une question que je me pose toujours, disons des choses, la partie civile que nous représentions a dû se retirer. Mais n'ont pas participé au procès, ce qui, à mon avis, est une erreur. Il ne faut jamais se retirer. Bref, on s'est retiré. Et dans ces conditions, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que si Souchon et Lopez ont été condamnés, Glimi ne l'a pas été. Alors qu'incontestablement, il aurait dû l'être sans difficulté. Par contre, ensuite, il y a eu la procédure par contumace, c'est-à-dire en dehors des jurés. Et il s'est trouvé que, bien sûr, Oufkir a été condamné, ainsi que Chtouki, c'est-à-dire Miloud Tutsi, et puis les 4 truands français. Mais pour la première partie, et dites-vous bien qu'il faut se souvenir aussi que non seulement la partie civile n'était pas là, que toujours les secrets diplomatiques, les secrets de ceci, secrets de défense étaient indiqués aux jurés, les malheureux jurés qui étaient là. Mais ensuite et surtout, c'est que le 5 juin 1967, le jour même où l'affaire se termine, où il doit y avoir délibéré, c'est le jour où les Israéliens envahissent l'Égypte. Et à Paris, dans la cour d'assises, si certains connaissent cette salle, on ne parlait que de ça. On ne s'occupait plus du tout de l'affaire Ben Barka. Il n'y avait pas de téléphone portable, mais il y avait les petits transistors. Les mensonges étaient tels venant d'Israël que certains avocats en ont profité pour venir dire de si Maître Renaud, sorti sur un brancard, puisqu'il avait été accidenté, fait venir là, en blouse blanche, et dit au président, j'ai dû sortir de l'hôpital, c'est trop grave. Si Glimi est condamné, les 100 000 Français qui restent encore au Maroc seront demain, évidemment, des victimes de cette condamnation. Beau jeu de la part d'un avocat, on ne peut pas le reprocher, c'était évidemment complètement faux, mais du coup, les jurés vont... Mais c'est vraiment, à mon avis, la circonstance essentielle, c'est cette attaque, parce qu'il fallait entendre la grande synagogue de, comment dirais-je, de Tunis brûle, les Arabes mettent les Juifs à la mer, enfin c'est le cri qu'on a toujours entendu, qui se passait tout à fait différemment, c'était plutôt les Israéliens et qui renvoyaient complètement les Égyptiens chez eux, au-delà de chez eux, puisque le Sinaï est Égypte. Voilà pour le premier procès. Lorsque, par la suite, nous avons demandé, déjà, pour montrer un peu la duplicité de ce qui peut se faire d'un côté français comme du côté marocain, nous allons continuer à travailler et on va être informé tout à fait par hasard
de ce qu'un questionnaire que nous avions eu au départ, mais que nous n'avions pas spécialement questionnaire, qui s'était dirigé pour Mehdi Ben Barka. Est-ce que Ben Mehdi l'a eu un jour? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'on a su qu'il était écrit de la main d'un avocat, le fameux avocat Le Marchand, pour ceux qui ont suivi un peu cette affaire. Écrit de la main de Le Marchand. Je vais donc me débrouiller pour revoir le dossier, ça a été difficile, pour voir si on trouvait, il y avait une lettre manuscrite, pour que vous puissiez dire qu'il compare. Et effectivement, je trouve une lettre, et lorsque je demande au procureur général le procès, il n'y a pas de nouvelle plainte, c'est entre les deux. Le procureur général me dit, mais le dossier est fermé, c'est fini. Je dis, c'est fini, c'est pas fini du tout, on peut très bien le rouvrir demain, on verra. En tout cas, bon, finalement, on donne le dossier, et je constate que la lettre qu'il y a dans le dossier de Le Marchand est effectivement l'écriture. C'est intéressant parce qu'il va falloir des semaines et des mois pour obtenir de la part de Le Marchand un certain nombre de renseignements. Arrive le mois d'octobre 1975, les 10 ans de prescription, et donc il faut agir, et Bachir, avec les avocats que nous étions, de redéposer une plainte cette fois-ci pour meurtre, assassinat, complicité d'assassinat. C'est la plainte qui est toujours en cours, donc 40 ans après, 40 ans après bientôt, puisque c'est au mois d'octobre 1975, plainte qui est toujours en cours au palais de justice de Paris. La deuxième plainte va donc, on a essayé d'avancer assez rapidement, on ne fera pas grand-chose. Le juge qui est désigné va essayer de faire contacter quelques personnes et autres. En revanche, dès 1972, nous apprenons ce que nous savions. Nous savions que les truands s'étaient réfugiés au Maroc, mais nous savions qu'ils n'étaient pas officiellement morts, puisqu'il suffisait de prendre les certificats de naissance pour savoir qu'ils étaient toujours vivants. Et si vous demandez maintenant leur extrait de naissance, ils sont toujours vivants. Bref, nous savons par les épouses en 1972 que les truands ont été arrêtés et exécutés au Maroc. Nous allons donc demander une première commission rogatoire pour essayer une commission rogatoire, 77. Nous envoyons cette commission rogatoire, des mois passent, on n'a pas de réponse, et en attendant, évidemment, les confrères et moi, 3 étaient décédés entre les deux procès, entre les deux plaintes. Nous avons tendance à dire c'est vrai, on envoie une commission rogatoire au Maroc, si elle ne revient pas, c'est que les Marocains ne veulent vraiment pas. Oui, aujourd'hui, mais celle-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je fais une enquête pour savoir. Finalement, après une enquête qui va durer une année, c'est assez compliqué bientôt, je m'aperçois que si le parquet de Paris a bien envoyé au procureur général, au ministère de la Justice, la commission rogatoire en 1977, mais celle-ci n'est jamais partie du ministère de la Justice à Paris. Et puisqu'on ne retrouve rien au Maroc, je ne retrouve rien à l'ambassade de France, rien au Quai d'Orsay, rien. Bon. C'était assez long parce qu'à Paris, on avait d'abord prétendu que les archives de l'époque les brûlaient. Bref, ne brûlez pas brûlée, elle n'est jamais partie. Et j'ai écrit, pour manifester à plusieurs reprises, et notamment le ministre de l'époque étant mort, j'ai écrit à Barre, qui était ancien Premier ministre, qui était Premier ministre à l'époque, il a reçu mes lettres et je n'ai jamais eu de réponse. Donc, à l'époque, 77, une commission rogatoire, incontestablement chez Giscard, qui était président de la République, qui fait bloquer le dossier de l'affaire. Arrive en 98, au Maroc, vous avez Abdelrahman Youssoufi, qui est Premier ministre, et à Paris, évidemment, c'est Lionel Jospin. Donc c'est plus intéressant pour nous, puisque d'un côté comme de l'autre, la gauche. Déjà en 81, et là, au départ, j'étais intervenu personnellement auprès de François Mitterrand pour dire mais il y a eu un dossier au SDEC, il faudrait connaître ce dossier du SDEC, qui n'avait jamais été obtenu dans la première procédure. François Mitterrand fait effectivement le dossier du SDEC, ce qu'on a appelé le dossier du SDEC, on le dépose à Paris dans un coffre-fort, au tribunal, et il va falloir à peu près 25 ans de combat pour obtenir que finalement, peu à peu, la totalité du dossier lui soit fournie. Et ce n'est même pas mes amis de la gauche qui finalement donneront complètement le dossier, mais c'est Mme Alliot-Marie lorsqu'elle sera mise à la défense. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Je suppose que si on a mis si longtemps à ne pas nous donner le dossier, c'était bien pour, en fait, nous montrer que
quelque chose ne pouvait pas nous être caché, puisque dans le dossier, il n'y a vraiment rien de très sérieux. Et de toute façon, dans ce dossier, comme hélas dans toutes les recherches que nous avons faites dans les archives, que ce soit les archives de tous les grands de ce monde, si vous voulez, français, nous n'avons strictement rien retrouvé sur les problèmes très importants, bien évidemment, qu'évoquait tout à l'heure Bachir, c'est-à-dire qui a tué, dans quelles conditions, qui a assassiné ou tué par accident, qui a tué Mehdi Ben Barka, où son corps a-t-il été transporté, où est-il inhumé, problème fondamental pour que Mehdi Ben Barka, ses enfants, puissent faire leur deuil et que la vérité éclate. Alors, voilà le combat depuis toujours. Donc cette série, donc nous voyons que cette fois-ci les choses ont changé. Nous allons donc par Jospin essayer d'avoir le dossier, on n'aura, je vous l'ai dit, qu'une partie, et nous envoyons au Maroc de nouvelles commissions rogatoires. La première commission rogatoire, ça va être pour entendre en 2000 Ahmed Boukhari, qui lui a fait une grande déclaration et que Smith a repris dans le Monde de l'époque. Ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que le Monde avait affiché en grosses lettres la vérité sur l'affaire Ben Barka, sans point d'interrogation. Et comme pour moi c'était vraiment cet article était tout à fait erroné par bien des points, et on terminait toujours évidemment l'histoire de la cuve pour ceux qui ont suivi cette affaire, Boukhari, j'ai cessé de lire le Monde, parce que je trouvais curieux qu'un journal de cette importance puisse faire une information pareille. Toujours est-il que première commission rogatoire, Boukhari, et c'était intéressant comme commission rogatoire, puisqu'il avait envoyé en France, il nous avait envoyé 2 longs ouvrages de 900 pages, 800 pages. Et dans l'un, il était à Paris, il a tout vu, il était l'ange gardien de chez Bouchès, il avait gardé les livres de Barka, fait tout un récit là-dessus. Dans l'autre, il était simplement à Casablanca, agent des services spéciaux marocains, il était à l'écoute en permanence, donc il savait, il pouvait raconter ce qui s'est passé. Dans les deux, dans un des deux, il mettait en cause, carrément au niveau de l'organisation d'enlèvement, il mettait en cause le Hassan II. Bref, on pose des questions, je pose des questions. Quand vous envoyez une commission rogatoire, vous posez des questions, 10, 15, 20, 50. Le juge d'instruction français peut assister, et c'est le juge marocain évidemment qui pose des questions, et c'est simplement de jeu de questions-réponses. Il n'y a pas de, bon, est-ce que ceci, oui, non. Il n'y a pas de développement, ce n'est pas véritablement une instruction, c'est une réponse à des questions. Boukhari répond aux questions un peu ce qu'il faudra, et il va redire encore que Mehdi Ben Barka a disparu dans la cuve, et en ce qui concerne Hassan II, ni de près ni de loin, il n'a jamais apparu dans cette affaire. Et en ce qui concerne, ce qui était intéressant, c'est les truands, parce qu'on pose aussi la question, cherchée par tous les truands, d'autant que la commission rogatoire était double, d'une part entendre Boukhari, d'autre part faire des recherches au PF3, où nous savions par les épouses, ou plus exactement nous savions par notre ami ici présent et son frère Vedat Gorekat, nous savions qu'ils avaient vu le retour, ils avaient vu avec eux les 3 truands français qui étaient arrêtés au PF3, puis avaient vu ces 3 truands disparaître et un beau jour revenir, mais revenir semble-t-il morts et vraisemblablement enterrés au PF3. Bref, nous avions par Vedat, nous avions tous les noms de tous les gardiens qui étaient tous forcément des agents de la GED et autres services spéciaux marocains. Nous avions les noms, nous savions que tel ou tel, Pierre, Paul ou Jacques, disons plutôt Boutouloud, possédait un restaurant ou un café à Rabat. Enfin, on nous donnait des indications énormes. Recherche a été effectuée soi-disant par un commissaire marocain qui n'en a retrouvé aucun. Ça, c'était une première partie. La deuxième partie, donc Boukhari, on lui posait aussi la question, là, Boukhari au juge d'instruction disait si ils ont été arrêtés, ils ont disparu un jour dans une des fermes entre Rabat et Kénitra. Il ne nous dit pas beaucoup plus, mais c'est intéressant de ce qu'il dit là, parce que lorsqu'on va remettre la bouche sur les truands et qu'on va demander, cette fois d'aller sur place, de creuser, de voir si on les retrouve, c'est très important de les trouver, parce que le Maroc prétend toujours, le Maroc officiel, prétend toujours que c'est une affaire franco-française, que c'est les Français qui ont enlevé Mehdi Ben Barka, ça c'est exact, et que c'était pour le compte de je ne sais qui, mais eux sont pour rien.
si bien évidemment ce que je soutiens depuis le début, si les truands sont bien allés au Maroc, réfugiés au Maroc, enterrés au Maroc, exécutés, enterrés au Maroc, c'est bien qu'il y a un pont entre les deux. Toujours est-il que lorsqu'on commence à dire qu'il faut qu'on aille creuser, par une nouvelle commission rogatoire, Boukhari écrit au juge, et il dit, on recommence ce qui a été dit au Mehdi, et c'est pas la peine d'aller, il dit pas c'est pas la peine d'aller creuser, il ne va pas se permettre de dire ça au juge, mais il dit, quant aux truands, ils ont disparu dans une cuve. Après avoir bien expliqué au juge d'instruction, prêté serment, qu'ils avaient disparu dans une ferme, etc. Et que c'était de nouveau la cuve qui servait disparu. Voilà pour ce côté des truands. Et nous n'avons jamais pu obtenir davantage. Je suis allé à Rabat à plusieurs reprises, j'ai vu des ministres que je connaissais, enfin, etc. Ça n'avançait pas du tout. J'ai dit au juge ici qu'il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est cette fois-ci de lancer une commission rogatoire des personnes qui ont été directement mêlées à l'affaire, puisqu'on ne peut rien avoir. Boukhari dit un peu n'importe quoi, on ne peut rien avoir à propos des truands. Maintenant, il s'agit d'interroger. On va interpeller, demande à ce que soit interrogé, d'une part, le général Ben Slimane, qui était à l'époque capitaine, directeur du cabinet du général Oufkir, d'autre part, le capitaine Kadiri, qui est général, maintenant en retraite, qui était à Paris, attaché militaire à l'ambassade. On demande Miloud Tounsi, qui était Chtouki, dont nous prouvons que Miloud Tounsi et Chtouki, on n'est pas en l'air, c'est établi de manière formelle. Nous demandons également l'infirmier Bouker Souni, nous demandons Abdelhak Achachi, ces deux derniers étant à Paris. Nous l'avons par des fiches d'hôtel. Et plus un certain nombre d'autres dont nous avons eu les noms à travers des déclarations des uns ou des autres. Cette commission rogatoire, c'est en septembre 2003 qu'elle arrive au Maroc. Septembre 2003, il y a 10 ans. Rencontrant Mohamed Bouzouba, le ministre de la Justice, que je connaissais bien personnellement, puisque lorsque j'étais avocat à Rabat, il était avocat stagiaire, qui lui a essayé de faire quelque chose, mais enfin, qui n'est pas le poids par rapport au palais ou par rapport surtout à ce que j'appelle le sécuritaire. Toujours est-il, il a essayé de faire, il me dit, renouvelle la commission rogatoire. On renouvelle cette commission rogatoire en 2005. Et effectivement, c'est un juge qui est à Rabat, Chentouf, qui lui va recevoir M. Abdelhak Achachi, parmi les autres. Et un beau jour, je retourne à Rabat, on n'a rien à Paris. Je retourne à Rabat, je vois le ministre, j'ai dit, mais alors, c'est commission rogatoire. Il me dit, mais elle est passée, je l'ai envoyée au ministre des Affaires étrangères pour faire la suite. Enfin, on va à l'ambassade de France, on l'a reçu, non, on n'a rien reçu. Bon, l'enquête, etc. Et finalement, nouvelle enquête, c'est qu'effectivement, Abdelhak Achachi a été entendu, et Bouzouba lui-même l'a dit, déclaré un jour au journal Maroc Hebdo, je ne sais pas ce qu'il a dit, toujours est-il que ce n'est pas allé au-delà du ministère des Affaires étrangères qui a bloqué. Donc le seul qui, de tous ceux dont nous demandions l'exécution de commission rogatoire, qui a été entendu, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et depuis 2005, nous nous battons pour que cette commission rogatoire soit exécutée. Le courage manquant totalement aux autorités marocaines, nous n'obtenons rien. Qu'est-ce qu'il nous restait? Il nous restait à dire, bon ben, puisqu'il n'y a pas moyen d'avoir la commission, il faut qu'on arrête ces gens d'une manière ou d'une autre pour qu'ils parlent, pas pour autre chose, mais pour qu'on ne pas les mettre en tôle. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils parlent, on veut la vérité. On va donc lancer des mandats d'arrêt. Les mandats d'arrêt sont lancés en octobre 2007, et il se trouve que, on le lit, quelques jours avant, j'avais demandé au juge de lancer ces mandats d'arrêt. J'apprends que le président Sarkozy va aller au Maroc, avec Joseph Tual qui est à France 3, je lui ai dit, mais c'est pas mal qu'on fasse ça. Bon, le jour même où évidemment Sarkozy et ses amis arrivent là-bas, voilà qu'éclate l'affaire des mandats d'arrêt. Bien, en fait, ces mandats d'arrêt ne seront pas diffusés, sinon sur la France, mais pas au-delà. Et ça, nous allons nous en apercevoir avec Bachir, lorsqu'on apprend en 2008, par exemple, et en 2012 encore, que le général Ben Slimane se promène tranquillement, il est président des Jeux Olympiques, du comité olympique marocain, il est allé à Pékin, il est allé à Londres, sans qu'il y ait d'arrestation quelconque, ce qui prouve bien que ces mandats d'arrêt ne sont pas diffusés. On a fait des protestations, nous avions demandé à être reçus par le président Sarkozy,
Le président Sarkozy nous a renvoyés au Quai d'Orsay, qui nous a reçus en tant que représentants du président de la République, et qui nous a simplement expliqué que ce serait pas mal si on retirait les mandats d'arrêt, parce que les Marocains allaient vraiment, à ce moment-là, exécuter la commission rogatoire. J'ai dit qu'il ne fallait pas se foutre de nous, que ce genre de chantage ne marchait pas, et Bachir était bien d'accord, bien sûr, qu'ils exécutent la commission rogatoire, et les mandats d'arrêt tombent. Les mandats d'arrêt, c'est pour qu'ils soient arrêtés pour s'expliquer. Exécuter la commission rogatoire. Bref, ils n'ont pas pour autant bougé. Les mandats d'arrêt n'ont pas été diffusés pendant très longtemps, et lorsque Mme Alliot-Marie, par qui nous avions obtenu la fin du dossier du SDEC, devient ministre de la Justice, je prends contact avec elle, et je lui dis, voilà le travail que vous avez fait avant, voilà, ici on est bloqué, je suppose que c'est Mme Rachida Dati qui avait bloqué, en fait, le président Sarkozy, disons pas n'importe qui avait bloqué, donc il faudrait que ces mandats d'arrêt soient diffusés. Un juge d'instruction français demande que les mandats d'arrêt soient lancés, il n'y a aucune raison qu'une autorité française les bloque. Et finalement, effectivement, au mois d'août 2009, oui, Mme Alliot-Marie me répond, on va faire le nécessaire. Dans le mois de septembre, on apprend que les mandats sont diffusés, je suis très très heureux, je le dis à la télévision pour apprendre un quart d'heure après qu'ils ont été bloqués. C'est-à-dire le ministre ayant décidé qu'il fallait diffuser ces mandats d'arrêt, ce qui était logique, eh bien, ça ne pouvait être que le président Sarkozy qui décidait de les bloquer. Au mois de juillet, j'en termine dans 2 minutes, alors le blocage, on a prétendu que ces mandats d'arrêt n'étaient pas spécialement, il manquait quelque chose, une explication, etc. Finalement, M. Ramel, qui a été le juge d'instruction, le dernier juge d'instruction, il y en a un nouveau maintenant, mais M. Ramel pendant 10 ans, enfin un très beau travail, et j'ai dit, il faut relancer ces mandats d'arrêt avant de partir. Et au mois de juillet dernier, il a quitté au 1er septembre, au bout de 10 ans, un juge ne peut pas rester en place plus de 10 ans, il a relancé les mandats d'arrêt. Les mandats d'arrêt, cette fois-ci, avec les compléments qui avaient été sollicités antérieurement, donc des mandats d'arrêt parfaitement réguliers contre 5 personnes. Pas tous ceux qui sont dans la commission rogatoire, mais 5 personnes, Ben Slimane, Kadiri, Meloutounsi Ch'touki, donc Abdelhak Achachi et Bouker Fedou. Ces mandats d'arrêt ont été demandés depuis le mois de juillet dernier. À l'heure qu'il est, je ne peux pas vous en dire plus. Non pas que je ne peux pas vous le dire, mais parce que je n'en sais rien. Sont-ils diffusés, ne sont-ils pas diffusés? Nous n'avons pas, je n'ai pas de réponse là-dessus. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Je pense qu'ils sont diffusés sur la France, récemment. Ensuite, il y a 3 diffusions possibles. La France, mais c'était le cas antérieurement. L'espace Schengen, c'est-à-dire l'espace européen, moi la Grande-Bretagne et l'Irlande, et puis le monde entier. Alors, il est évident que ce qui est important, c'est que ce soit sur le monde entier, la tendance de ces personnalités marocaines étant davantage de se promener soit au Proche-Orient, soit aux États-Unis, soit où ils ont de la famille parfois, que de venir actuellement en France. Et s'ils viennent en France, ils viennent incognito, ils doivent être bien reçus, comme ça peut se passer entre services. Voilà, grosso modo, nous en sommes. Ça fait 50 ans qu'on se bat. Ben, s'il faut encore se battre 50 ans, nous continuerons pendant 50 ans. Merci.